Nous nous arrêterons à Vittel. Son patrimoine est hérité de l'âge d'or du thermalisme. Il contraste avec la simplicité des fermes vosgiennes. Plus surprenant, vous verrez que le célèbre architecte Le Corbusier a laissé son empreinte dans une usine dédiée à la haute couture. C'est du fonctionnel qui a un intérêt architectural. Des racines et des ailes dans les Vosges, c'est mercredi 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Imaginez vos prochaines vacances devant des racines et des ailes avec Vacances Bleues. Hôtel, club, voyage, Vacances Bleues, des lieux et des liens. On va démonter ça, voilà, c'est tout. On ne peut que remercier la justice de nous avoir fait cette répression. Ce pauvre démontage de ce pauvre McDo devient une affaire nationale avec des gens qui sont recherchés et d'autres qui sont incarcérés. Tout le monde entier a mis un beau bazar, oui, c'est vrai. Là, on pense que notre monde est possible. Rio est la capitale de la lutte contre la mondialisation. Nos paysans. Le plus tôt l'OMC s'ouvrira, le plus tôt nous verrons diminuer les manifestations. Été 1999. La France est dirigée par un gouvernement de gauche qui cohabite avec un président de droite. Le Tour de France vient d'être remporté par un Américain qu'on soupçonne déjà de dopage. Et à l'approche du 3e millénaire, le monde entier rivalise de prophéties apocalyptiques. Mais rien ne peut réellement perturber les Français en vacances. À Millau, en Aveyron, le viaduc n'est encore qu'un projet en 3D. Et les touristes profitent des trésors qu'offre la nature, paisible et immuable. Mais observons de plus près. Des accidents géologiques, un fromage au caractère fort, des paysans déterminés. Attention, l'Aveyron peut être rebelle. Et l'été 1999, la rébellion aveyronnaise s'est propagée sur l'ensemble du globe. La nouvelle guerre alimentaire Europe-Amérique, les frappes chirurgicales des États-Unis contre un certain nombre de productions du vieux continent font des dégâts collatéraux. Au-delà des produits pris pour cible comme la moutarde, le roquefort, les truffes ou le foie gras... La guerre alimentaire entre l'Europe et l'Amérique a débuté il y a quelques mois, quand l'Europe a interdit l'importation de bœuf américain aux hormones. Fin juillet 1999, les Américains se vengent en surtaxant de 100% l'importation de produits français d'appellation d'origine contrôlée. L'agriculture, Jean Glavany n'hésitait pas à brocarder ce pays du monde où l'on mange le plus mal, des propos que son homologue américain trouve plutôt injurieux. Mais en France, les relations diplomatiques entre les deux continents sont au plus bas. D'autant que les sanctions américaines sont soutenues par la très puissante Organisation mondiale du commerce. Là, c'était carrément clair que les États-Unis nous punissaient pour ne pas avoir voulu de leur bœuf aux hormones, nous punissaient à travers les appellations d'origine contrôlée. Comme la moutarde de Dijon ou le pruneau d'Agen, le roquefort va devenir hors de prix pour les consommateurs américains. Si le roquefort augmente de 30 à 35%, est-ce que vous allez continuer à l'acheter? Si je veux que mon mari continue à être heureux, oui. J'achèterai moins ou plus du tout. Non, évidemment, personne n'aurait envie de payer le double. En Aveyron, pour les brebis laitières et les 3000 familles qui produisent le roquefort, le calcul est rapide.
Les Américains consomment 440 tonnes par an de leur précieux fromage. S'ils ne peuvent plus en acheter, c'est toute une région qui est en danger. Ici, tout le monde, que ce soit producteur, quelle que soit la tendance, ou les industriels, de la même manière, dénoncent ça. Millau se couvre de banderoles en travers des boulevards contre la surtaxation du Roquefort, avec l'accord de la commune. Ah ben moi, je suis allé à l'ambassade américaine manifester. J'ai manifesté à Paris, avec d'autres d'ailleurs, devant l'ambassade. Et puis, l'un d'entre nous, je ne sais plus lequel d'ailleurs, a offert du Roquefort à l'ambassadeur. C'est un geste symbolique pacifique. Les producteurs de lait de brebis aveyronnais ont de l'expérience en matière de résistance. Ceux qui l'été 99 sont punis par les Américains se sont déjà frottés à bien plus gros qu'eux. Dans les années 70, ils se sont dressés contre l'armée française qui voulait détruire des fermes du Larzac pour étendre son camp militaire. Antimilitaristes, pacifistes, objecteurs de conscience, ils et elles sont venus par milliers résister à l'armée et à l'État français. Le face-à-face a duré 10 ans, avant qu'en 1981, François Mitterrand, tout juste élu président de la République, n'annule l'extension du camp. Portés par l'euphorie de la victoire, conquis par la beauté du plateau et la vie en communauté, certains d'entre eux sont restés sur place et se sont établis en tant que paysans dans les fermes abandonnées du Larzac. Qu'on choisit de venir s'installer ici parce qu'on peut à la fois continuer le combat et essayer de gagner contre l'extension du camp militaire et en même temps, pouvoir s'installer comme paysan. On ne sait pas trop comment, puisqu'on est squatteur. On s'est retrouvé à 4 objecteurs et en octobre de cette même année 75, on a occupé la ferme du Cune au sud du Larzac pour en faire un centre de recherche et de formation à la défense civile non violente. Chevelu, barbu, je ne connaissais pas moi. On les appelait les hippies, mais on mettait un Z devant, voilà. Donc ces jeunes-là se sont mis dans des fermes vides, on produit différemment de nous, et c'est cette originalité qui a fait le Larzac de maintenant d'ailleurs. À l'époque, tout le monde, on était traditionnel, quoi. On votait à droite par tradition. On était le syndicat, la FDSA, par tradition. On allait à la messe aussi par habitude. Mais bon, maintenant, ça a beaucoup changé. Pendant les 20 années qui suivent, la tribu du Larzac va lutter sur d'autres fronts, comme le nucléaire ou les semences transgéniques, qui vaudront d'ailleurs à certains de ses membres des condamnations avec sursis. Devenus éleveurs de brebis, ils vont fonder le syndicat des producteurs de lait de brebis, proche de la Confédération paysanne. Dès l'annonce des taxations américaines sur le Roquefort fin juillet 1999, les syndicalistes se réunissent chez Tintin, un bar de Saint-Afrique. Et là, ils ont une idée dont ils n'imaginent pas du tout les répercussions à venir. Le hasard a bien fait les choses. Au même moment qu'il y avait cette décision du gouvernement américain, il y avait un symbole, on va dire, de la malbouffe américaine, représenté par une multinationale américaine qui voulait implanter un restaurant à Millau. Ils veulent surtaxer notre Roquefort, le roi des fromages, et venir à Millau construire un McDo où on vend un exact d'alimentation. On va démonter ça, voilà, c'est tout. On est parti là-dessus. La multinationale McDonald's a longtemps hésité à s'implanter en France. Persuadée qu'au royaume de la gastronomie, on refuserait de manger avec les doigts. Finalement, plus de 700 restaurants ont déjà ouvert quand celui de Millau se construit, l'été 99, au bord de la nationale qui relie le plateau du Larzac au centre-ville. Il doit être inauguré fin septembre. Les syndicalistes du lait de brebis réunis à Saint-Afrique veulent empêcher symboliquement son ouverture. Ils prévoient donc de manifester devant le McDo et de démonter le chantier. Quand on se retrouve donc à Saint-Afrique, au bar, qu'on commence à réfléchir et que l'idée du démontage petit à petit se prend forme, ça paraît évident pour tout le monde. La question n'est pas tellement de savoir est-ce qu'on risque quelque chose à le faire, mais plutôt comment on va le réaliser
et comment on va l'annoncer et comment on va appeler le plus de gens possible à venir participer à cette action. Parce que pour nous, il devient évident que ce n'est pas simplement une action que de paysans, mais qu'on doit faire participer à cette action le plus grand nombre de gens possible. Cette réunion-là, on a décidé des slogans, des mots d'ordre. On a passé l'après-midi à faire une belle banderole où il était écrit dessus « McDo des forts, garderait le Roquefort ». McDo dehors, nous garderons le Roquefort. En fait, on choisit au départ le 11 août. Et on se rend compte en lisant le journal que de plus en plus tout le monde parle dans la presse de l'éclipse du 11 août. On s'est dit après que les médias allaient tous être occupés à faire des reportages sur l'éclipse et que finalement c'était pas le bon créneau. Donc on a reporté au lendemain. La date étant fixée au 12 août, les organisateurs déclarent la manifestation en préfecture et convoquent la presse locale. On discute même avec les renseignements généraux de comment va être organisée la manifestation. Je veux dire, ça se passe comment une réunion avec les renseignements? À la Perle avec un demi. Donc on discute, là je me rappelle, il y avait José et moi, on dit non, prévoyez, faites attention que les salariés ne soient pas là, qu'il n'y ait pas qu'un conflit entre les salariés et les syndicalistes. Et le soir, au marché à Montredon, il y a distribution de tracts pour appeler les gens à descendre le lendemain au McDo. Appel à la mobilisation pour le 12 août. Non à l'embargo des USA contre le Roquefort. Non à la construction de McDo à Millau. Au moment où les USA décident avec la complicité de l'Organisation mondiale du commerce de surtaxer de 100% le Roquefort, et donc d'interdire sa vente sur son territoire, l'installation au cœur du rayon de Roquefort d'un McDonald's est une provocation. Réagissons pour dire non aux bœufs hormones, à l'alimentation standardisée et industrielle, aux pratiques des USA et de l'OMC. Affirmons notre soutien à l'agriculture paysanne, à une nourriture diversifiée et saine, aux appellations d'origine contrôlée et notamment au Roquefort. McDo, des forts, garderait le Roquefort. La manifestation ne se limite donc plus à la défense du Roquefort. Les éleveurs profitent d'une crise locale pour élargir aux thématiques défendues par leur syndicat national, la Confédération paysanne, qui jusqu'alors a du mal à exister face au syndicat agricole majoritaire, la FNSEA. Au matin du 12 août, Millau s'éveille paisiblement. Et sur le plateau, les prairies attendent les troupeaux qui les pâtureront dans quelques heures. Je sais pas, j'ai dû traire le matin tôt et puis mettre mes brebis dehors et puis y aller, quoi. Comme chaque fois qu'on faisait une action, de toute façon, on se levait plus tôt, on faisait le travail plus tôt et puis on partait après. Quelqu'un m'a téléphoné, je ne sais plus qui, pour me dire « Ah oui, il se passe des choses là-haut, sur la route de Montpellier. » Et effectivement, j'ai vu passer des tracteurs, un plateau, une remorque avec plateau. Le chantier n'est même pas fermé, donc on peut rentrer sur l'esplanade, mettre les tracteurs devant, les remorques, puis ensuite un peu théâtraliser le début, où les gens se mettent en ligne pour commencer le démontage, les portes, les fenêtres, etc. Donc les choses se passent très simplement, et puis les gens ont le sourire, c'est l'été, il fait beau. Il y a du monde, oui. Oui, oui. Et des gens qui sont venus en famille. Il y avait des mômes, hein. Il y avait des enfants, des gens qui étaient un peu touristes ou un peu plus impliqués, mais tout le monde était là. C'était une ambiance, je dirais, presque de kermesse. Il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de flics qui nous sont tombés sur le dos, pas de gaz lacrymogène, ni rien, quoi. Il y avait les RG qui venaient voir qui c'est qu'il y avait. Bon, mais ils les connaissaient tous, donc ils ont coché. Tout le monde est là, c'est bien. La route a été bouchée, alors la police a fait la circulation d'ailleurs. C'est ça qui est amusant, c'est que la police a fait la circulation pour un événement qui était un peu illégal. Mais ça fait partie du folklore local, ça. En cause d'un boucheron, enfin bon. À l'époque, c'est pas le premier boucheron à Millau. Et puis le démontage, voilà. J'ai essayé d'ouvrir la porte avec quelques camarades. Je me rappelle même plus comment on est entré après, je sais plus, mais c'est pas avec mon tournevis.
démonter symboliquement des tuiles, des fenêtres, des portes, des éléments du bâtiment. C'est le slogan en gros qu'on avait écrit, c'est moi qui l'ai écrit du haut de la fourche du tracteur à la peinture blanche avec des très grandes lettres. Le Larzac nous a appris à être prudent, j'avais amené la tronçonneuse. Et donc, voilà, moi j'ai coupé les pieds du panneau. Le panneau est tombé, voilà. Donc après, il y a eu des prises de parole. Si c'est moi qui prends la parole, c'est parce que je suis un des 2 représentants à l'interprofession de Roquefort. Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent se faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. Je parle à ce moment-là de bouffe de merde qui devient malbouffe après. Bouffe de merde, ça va bien comme ça à l'oral spontanément sur un chantier. Dans les interviews, ensuite, je parle de malbouffe. En s'en prenant au fast-food de Millau, les paysans aveyronnais ne veulent pas seulement protester contre un emblème américain. Ils fustigent également l'alimentation industrielle qu'on y sert. Et que d'après eux, l'OMC veut promouvoir aux dépens de l'agriculture paysanne. On a pris des matériaux qu'on a mis dans une benne que j'avais derrière mon tracteur, et puis il y avait un autre tracteur avec une remorque pour les amener à la sous-préfecture. La première idée que j'ai eue des dégâts, c'était de voir les morceaux du McDo, ou du restaurant, circuler sur ces remorques. On balance tout par-dessus les grilles. Et on annonce qu'on demande à l'État de garder tous ces matériaux jusqu'à la fin de la surtaxation du Roquefort et des autres produits européens. Et après, on dissout la manifestation, on repart de là, et les gens sont tellement dans l'angoisse que certains vont manger au resto, dont on boit un coup au bistrot. Contre les OMC et contre la merde qu'on va nous faire bouffer. Et puis tout le monde est reparti, quoi. Enfin, moi, je crois que j'étais en vacances le soir même, donc voilà, c'était fini, quoi. L'été était là et chacun est rentré chez lui. Dans l'Aveyron, à Millau, un groupe d'agriculteurs a dévasté le chantier. La dégradation d'un chantier à Millau et en plein mois d'août méritait-elle plus qu'un entrefilet dans la presse locale? De McDonald's France déplore bien évidemment le saccage. En tout cas, la dépêche de l'AFP qui tombe dans les rédactions nationales évoque, elle, un saccage. Et ce mot va tout changer. De la bouffe industrielle. Ce qui est remonté de la préfecture ou des autorités administratives et policières, c'est vraiment que le bulldozer est passé sur le McDo et que tout est par terre. Et quand on voit les premières images qui nous arrivent dans la nuit, on se dit non mais le McDo il est debout, et on se dit mais il y a 2 McDo alors. Se construit une espèce de mise en scène à la fois sur le fait que c'est un saccage, qu'il y a 1 million de dégâts, qu'en fait c'est une bande de hooligans. C'est pas pour rien que ce sont les gens du Larzac aussi, c'est quand même bien, ils aiment bien le rappeler aussi. La tournure médiatique de l'action va prendre la gauche à revers, jusqu'au gouvernement de Lionel Jospin. Moi, je crois que devant ce genre de phénomène, il faut savoir garder un peu son sang-froid, faire la part des choses. Moi, j'aime bien José Bové quand il dénonce la malbouffe. Je l'aime bien quand il fait la promotion des bons produits du terroir français. J'aime moins quand, par exemple, quand il est casseur. Ça, j'aime pas, je peux pas aimer, quoi. Je suis un ministre de la République et ministre de la République tenu à respecter les lois et règlements de la République. Donc je vais pas leur dire allez-y, cassez tout, les gars. J'avais le souci de la filière bovine, bah oui. Et le McDo qui achetait je ne sais combien de dizaines de milliers de tonnes de viande en France et en Europe, quoi. Donc dire voilà l'ennemi numéro 1, les producteurs bovins, il l'avait un peu en travers, notamment ceux de la FNSEA. Pendant qu'au ministère on ménage le bœuf et la brebis,
le gérant du fast-food de Millau porte plainte pour des dégradations qu'il évalue à 1 million de francs. Mettez-vous à sa place. Vous ouvrez un petit magasin ou un grand magasin ou quoi que ce soit, il est saccagé, vous portez plainte. Dans le sillage de la plainte, une juge est désignée pour instruire l'affaire. Et puis c'est 3-4 jours après qu'à 6h du matin, les flics sont venus le récupérer. J'ai entendu toquer à la porte. J'ai vu un képi, j'ai dit « Ah, ça sent mauvais là ». Le gendarme me dit « Vous devinez pourquoi on vient ?» J'ai dit « Oui, je pense que c'est pour le McDo ». Il dit « Exactement ». Et là, je vois, en parlant à la porte avec ce gendarme, qu'il y en avait d'autres dans le jardin, qu'il y en avait apparemment un peu tout le tour de la maison, quoi. Et ils avaient peur que j'essaye de m'échapper. Et puis, dit « Bon, moi, je vais m'habiller, puis je vous suis ». Et puis je rentre dans la maison et puis je vois un gars qui me suit, qui commence à monter les escaliers derrière moi. J'ai dit, mais vous allez où là? J'ai dit, ma compagne est dans son lit encore, vous n'allez pas rentrer dans la chambre avec moi. Il dit, oui, mais si vous allez chercher votre arme, une arme, comme s'il avait arrêté un terroriste, quoi. Et voilà, après ça s'est passé, ils m'ont même pas mis les menottes, je crois. Ils m'ont emmené à l'estafette et on est parti jusqu'à Millau. Il y avait les fourgons des gendarmes qui étaient déjà dans le cours au commissariat. Et c'est là que le flic nous a fait comprendre que ce soir, on n'allait pas coucher à la maison. Ils sont pour l'instant en garde à vue dans un commissariat placé sous haute surveillance. Une escouade de CRS en garde l'entrée et maintient à distance une cinquantaine de paysans bien décidés à rester sur place tant que leurs collègues ne sont pas libérés. En fait, le commissariat est rue de la Liberté, l'a bien nommé. Et donc, il y avait des barrières au debout et on était coincés aux barrières de chaque côté. Pendant leur interrogatoire, les 4 éleveurs arrêtés le matin sont confrontés aux photos prises le 12 août par les renseignements généraux. On est moins préparé à une rencontre avec une juge d'instruction qu'avec la police. Mais on sait très bien que voilà, c'est un peu pareil, on est assez prudent dans ce qu'on dit, quoi. Maintenant, sur les causes, pourquoi on le faisait et tout, là, on s'est bien épanché, il n'y avait aucun souci, quoi. Nous avions en notre présence, une jeune juge d'instruction qui s'est sentie, si vous voulez, investie d'une mission de mettre un terme à ce type de manifestation. Donc elle me fait mettre les menottes dans son bureau. Moi, je suis le premier, donc elle me fait mettre les menottes dans son bureau. Et c'est vrai que les menottes, c'est impressionnant, c'est quand même relativement lourd. Les menottes, ça choque, quoi. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi lourd, quoi. Et donc, je lui dis, je lève mes mains, je lui dis, ça, un syndicaliste, madame, on va voir l'histoire. La juge d'instruction les met en examen et les envoie préventivement en prison. Christian Roquayrol et Jean-Émile Sanchez partent à celle d'Albi. Raymond Fabrègue et Léon Maillet sont envoyés à Mende. On est un peu ému à ce moment-là parce que c'est quand même, c'est pas facile de partir en prison. Donc on a vu notre avocat qui est rentré, qui a dit je vais essayer de faire quelque chose pour vous libérer, mais à mon avis vous partez au moins pour 3 mois jusqu'en novembre et tout. Donc le moral n'est pas tout à fait là, quoi. Je veux dire, Léon qui est beaucoup plus calme que moi est relativement serein. Moi j'étais moins inquiet que Raymond, il était un peu plus inquiet. Je lui ai dit t'inquiète pas, on ne prendra pas la retraite en prison. Je suis sur la liste. Quand les gendarmes arrivent et qui tapent à la porte à la maison, c'est ma fille aînée qui leur répond que je ne suis pas là. Visiblement, les gendarmes ne le croient pas. Ils sont tous persuadés que je me cache sur le Larzac quelque part. Ce qui n'est évidemment pas le cas puisque je suis parti en vacances. Vacances ou pas, la juge Marty lance un mandat d'arrêt national contre le fugitif José Bové. Et là, qu'est-ce qu'il décide? Il décide, comme un homme responsable qu'il est, un syndicaliste responsable, de se rendre. On a pu effectivement mettre en scène le fait que José se rende aux forces de l'ordre pour être à son tour incarcéré. De Bordeaux, je prends le TGV jusqu'à Toulouse, je prends le TER qui va à Albi,
Et à Albi, Alain Soulier vient me chercher pour me ramener à sa ferme qui est dans un coin assez isolé, avec une seule route qui monte, une seule voie d'accès, donc c'est relativement simple, s'il y avait un souci, de faire face. Pour arriver jusque là-bas, il fallait passer devant 2 ou 3 gendarmeries, sachant qu'il était recherché. On l'a mis dans une petite fourgonnette qui servait d'habitude à transporter les brebis ou les agneaux pour aller à la foire. Et on l'a caché sous des plaques. Et de là, je me rends juste au-dessus de Millau, à Azinières, chez un autre de la Confédération paysanne. Et là, on fait un point presse avec quelques télés. Aller en prison, ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur, mais je suis prêt aujourd'hui à l'accepter, et ma famille aussi. François Roux, l'avocat, appelle la juge d'instruction. On vous demande de pouvoir descendre à Millau sans être arrêté jusqu'au centre de Millau, à 20 mètres du tribunal, pour finir les derniers mètres à pied et rentrer dans le tribunal. Et c'est au tour de José Bové d'être entendu par la juge d'instruction. Il n'y a aucune raison qu'elle me fasse une fleur. Et donc, voilà, donc je ne suis pas surpris quand elle m'annonce qu'elle me met en détention provisoire. On se regarde, et là je lui dis, est-ce que madame, je peux vous serrer la main? Et elle me tend la main, ce qui m'a étonné, mais c'était bien, elle me tend la main, je lui serre la main et je dis, merci madame, vous venez de nous faire gagner 10 ans. Un 5e homme écroué pour le saccage du McDonald's de Millau. Le secrétaire départemental de la Confédération paysanne de l'Aveyron, José Bové, s'est présenté spontanément au commissariat. Comme les 4 autres, il a été mis en examen pour saccage et destruction volontaire de biens. Ce pauvre démontage de ce pauvre McDo devient une affaire nationale avec des gens qui sont recherchés et d'autres qui sont incarcérés. Ça paraît complètement cinglé. C'est rare de faire des actions fortes qui soient reprises. On en a fait tellement qui ont fait plouf alors qu'on pensait que ça marcherait, qu'on n'a pas boudé notre joie de enfin pouvoir avoir les micros ouverts, qu'en fait. En gros, c'est ça, quoi. Ah oui, oui, ça, la médiatisation, j'allais dire qu'ils savaient faire. C'était des maîtres en matière de médiatisation. Le jusqu'au-boutisme judiciaire fait réagir au-delà de l'Aveyron et les soutiens affluent. On manifeste devant le tribunal de Millau, devant la cour d'appel de Montpellier et sous la fenêtre de José Bové. Bien accueilli par les détenus et en même temps bien accueilli par les surveillants, qui eux, pour un certain nombre, étaient syndicalistes et qui effectivement comprenaient pas ce que je faisais là. Là, à ce moment-là, je me dis qu'il va bien falloir s'habituer à être enfermé parce que je suis là pour 3 mois et vraiment, je suis paysan, j'ai vraiment pas l'habitude d'être enfermé, donc il va falloir prendre le temps. On pense quand même, j'ai des bêtes, j'ai des associés, j'ai des animaux, comment ça va se passer. Et arrivé en prison, tout le monde nous a félicité, aussi bien les gardiens que les détenus. Ah, si vous voulez McDo, bravo, on était contents, voilà. Comment ça se fait que tu as démonté le McDo? C'est bon, les hamburgers. Alors, on l'expliquait. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'était pas hyper pénible parce que quand on se retrouve en prison pour quelque chose qu'on revendique et on n'a pas honte de l'avoir fait, on est quand même plus à l'aise que si on a fait une exaction pour laquelle on serait puni. Alors que José Bové se réveille de sa première nuit à la prison de Villeneuve-les-Maglones, à quelques mètres de là, les épouses des 4 premiers incarcérés n'ont pas perdu leur humour. Gardez vos macs, rendez-nous nos mecs, demande-t-elle à la cour qui statue sur l'éventuelle remise en liberté de leurs compagnons. Mais la réponse tombe, aussi contrariante qu'inattendue. Pour sortir de prison, chacun devra payer une caution de 105 000 francs. Jusqu'alors, la justice française n'avait demandé des cautions que dans des affaires financières.
Déjà, on ne savait même pas que ça existait les cautions en France. Pour nous, c'est un truc des États-Unis, quoi. On est là sur des sommes colossales qui sont demandées à des tout petits paysans qui devraient travailler pendant 30 ans ou 40 ans sans ponctionner de salaire pour pouvoir payer leur sortie de prison. Je pense qu'ils voulaient là démonter carrément la Confédération paysanne, la foutre sur la paille, quoi. On leur a pas demandé de jouer les martyrs. On a dit, s'il faut payer, on paye. Le jour même, la Confédération paysanne et le syndicat des producteurs de lait de brebis cassent leur tirelire et règlent les 4 cautions. Le vendredi, donc le directeur, il languissait qu'on dégage la prison un peu, et le directeur me disait, préparez-vous, il y a les caméras derrière la porte. Comme je n'avais pas de valise en arrivant, je récupère des sacs poubelles, et puis le directeur de la prison cherchait des jolis cartons et tout partout, parce que lui, il savait qu'il y avait la télévision qui nous attendait dehors, donc il ne voulait pas me voir sortir avec un sac poubelle. Raymond Fabrègue, Léon Maillet, Christian Roquayrol et Jean-Émile Sanchez ont passé 3 nuits en prison. José Bové, qui est sous le coup d'une condamnation avec sursis pour des actions antérieures, se prépare à y rester 3 semaines. C'est évident que j'échapperai pas non plus à la caution. Et c'est donc à partir de ce moment-là que je réfléchis sur l'idée de ne pas payer la caution. À partir du moment où je refuse, c'est moi qui décide quand je sors. Et c'est plus eux. J'étais content de sortir de prison. Moi, je n'avais pas réfléchi politiquement. José avait réfléchi plus vite que moi, lui. Lui était content. Il a pris tout le monde à contre-pied. C'était extraordinaire. Ça m'a fait un peu l'impression qu'il y en avait qui n'avaient pas eu le courage, qui avaient hésité à rester en prison et qui avaient accepté de sortir sous caution, alors qu'il y en a un qui était plus courageux que les autres. Et ça m'a un peu agacé, quoi. Oh oui, mais Beauvais, c'était le seul moyen de se détacher des autres, d'être médiatisé. Le 2 septembre, José Bové écope de la même caution que ses camarades et refuse de la payer. Satisfait de son coup, il salue la presse et quelques minutes plus tard, improvise cette photo qui va faire de lui une icône. Je me retrouve en prison, mais c'est pas moi qui suis le plus embêté dans cette affaire. C'est le directeur de la prison qui, après que j'ai refusé de payer la caution, lui venait me voir tous les matins pour me supplier de la payer, la caution. En effet, le retour de Bové en prison est perçu comme l'injustice de trop et amplifie la mobilisation anti-malbouffe et anti-OMC. Partout en France, la Confédération paysanne déborde d'imagination pour attirer l'attention de l'opinion publique, qui adhère volontiers au barbecue et autres distributions de magrets fumés. Lors du festival du film américain de Deauville, les cinéastes apportent leur soutien à la conf. Comme Nougaro, Zebda ou Béjart, ils réclament la libération de José Bové. La culture s'est trouvée un point commun avec l'agriculture, la défense de la qualité française contre la mondialisation. Les responsables politiques adoucissent alors leur position. Je crois qu'il y a des grands problèmes qui sont posés dans cette rentrée. Quelles que soient les méthodes qui sont utilisées parfois pour les poser, qui ne sont pas toujours les meilleures, parce qu'au fond, on pose le problème de la qualité des produits, de la santé à travers les produits de l'agriculture. Un des premiers soutiens qu'on a eu dans le Figaro, c'était Jean-Marie Le Pen qui disait ces gens-là sont des véritables résistants à la mondialisation, etc. Donc on voulait absolument éviter toute récupération de ce côté-là. Tout l'arc de la gauche plurielle à l'époque va venir en soutien. Effectivement, Julien Drey, Jean-Luc Mélenchon qui est sénateur à l'époque, mais tout le monde va venir plutôt en soutien. On n'a pas beaucoup de défections. Le parti écologiste des Verts est naturellement du côté de l'agriculture paysanne. Lors de leur université d'été, les militants somment le ministre socialiste de l'Agriculture de faire libérer le paysan syndicaliste Bové. Le gouvernement n'intervient pas dans le fait qu'un gérant d'un magasin porte plainte. C'est pas le gouvernement qui a porté plainte, c'est ce gérant de magasin. Le gouvernement n'intervient pas dans le fait que la justice, à partir de là, donne une suite à cette plainte. Si les militants écologistes secouent le ministre Glavany, c'est aussi parce que quelques mois plus tôt, en février 1999, le ministère de l'écologiste Dominique Voynet s'est vu envahi par des agriculteurs de la FNSEA qui l'ont pour le coup littéralement saccagé et n'ont pas été poursuivis. Des fois, j'ai trouvé des choses extrêmement sévères, d'autres fois, j'ai trouvé des choses incroyablement indulgentes. Et comme par hasard, souvent très sévères à l'égard d'actions de ce type de la Confédération paysanne et incroyablement indulgentes à l'égard d'actions extrêmement violentes de la FNSEA.
En France, l'agriculture et l'alimentation sont à présent des sujets centraux. Les consommateurs ont découvert que le syndicalisme agricole ne se résume pas à la tapageuse FNSEA et qu'une autre agriculture existe, l'agriculture paysanne, qu'ils estiment plus respectueuse de leur assiette. Merci d'avoir donné la parole à la Confédération paysanne. Il y aura une minute avec la coordination paysanne devant le McDonald's de la ville. Donc devant de toute façon, les McDo, c'est dégueulasse, alors il ne fallait pas attendre que le Roquefort... Dans les années qui suivent, les consommateurs vont pousser l'agriculture intensive et la grande distribution à mettre du paysan dans leurs sillons et dans leurs rayons. À la fin de l'été 99, ils commencent par aider le petit syndicat à payer la caution de José Bové, leur nouvelle idole. Il y avait des gens qui appelaient pour dire « mais moi je ne peux pas donner beaucoup, mais je veux donner, envoyer quelque chose ». Un de mes fils me dit « Papa, le téléphone c'est Jacques Lang. Je vous appelle, vous êtes bien le porte-parole de la Confédération paysanne nationale, oui, oui. » Je dis « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce pays qui est en train de demander des cautions pour faire sortir de prison des syndicalistes? On n'a jamais vu ça. Je suis solidaire et où est-ce qu'on vous envoie un chèque ?» Merci José Bové de nous montrer le chemin. Nous serons demain avec toi. À son tour, la presse internationale érige Astérix contre l'Amérique, ou David contre Goliath, ou encore Zorro Décos contre l'OMC. Les journaux américains, asiatiques et européens s'entichent de ce paysan français qui a grandi aux États-Unis et parle couramment l'anglais. Et la mobilisation se mondialise pour soutenir ceux qui ont osé s'en prendre à McDonald's. Et là, les syndicats d'éleveurs, de bétail du Texas, mais des petits paysans, font passer le message comme quoi ils vont payer la caution. Ils ont raison de se battre contre les hormones. On a honte d'imposer ça au reste du monde, et nous, on est opposés aussi. Et ils ont eu raison de démonter le McDo. Et la symbolique est... Là, on ne peut pas refuser. Le 7 septembre, José Bové paie sa caution et sort de prison. On ne peut que remercier la justice de nous avoir fait cette répression, parce que c'est vrai qu'on a eu l'écho qu'on a voulu et qui va s'amplifier. Entre José Bové et les Français, le courant est passé. Selon un sondage CSA Le Parisien, 45% disent avoir de la sympathie pour le leader de la Confédération paysanne. Tous les médias sont venus, mais alors vraiment, pendant un mois, on n'a fait que des médias. On a pu travailler à la ferme. Et puis quand Bové est sorti, ouf, tout le monde est parti sur lui, après on était content quand même. À chaque fois qu'il y a des mouvements, il y a toujours des personnalités qui émergent comme ça. Souvenez du mouvement des camionneurs, il y avait eu Tarzan. Souvenez du mouvement des chômeurs, il y avait eu Robin des Bois aussi, on l'appelait, dans le Nord Pas-de-Calais. Là, il y a un mouvement agricole et surgit aussi une personnalité comme ça, vigoureuse, forte, qui émane finalement un peu de notre peuple, avec sa radicalité qui existe, qui a toujours existé. Je vois bien la manœuvre en même temps, parce que derrière ça, il y a une manœuvre très politique, qui est de ramener un mouvement à une seule personne. En gros, en disant, ça y est, il a pris la grosse tête, il est en train de faire son show, façon habile d'essayer de créer des divisions, et on va le marginaliser. En 1996, la première crise de la vache folle a révélé aux Français que leur nourriture n'était pas à l'abri d'un accident industriel. L'été 99, les paysans aveyronnais ont désigné une autre menace, l'OMC, qui réglemente entre autres la production alimentaire à l'échelle planétaire. Justement, l'OMC doit se réunir fin novembre à Seattle, États-Unis d'Amérique. La prochaine étape sera donc Seattle. J'ai essayé de prendre de quoi tenir au moins pour 15 jours. Et puis s'il faut rester plus longtemps, si on nous met en prison, il faudra bien avoir de quoi se changer. Alors. La justice française n'a pas interdit aux inculpés de quitter le territoire. Ils sont donc plusieurs à s'envoler pour l'Amérique et ils ne partent pas les mains vides. Il y en a dans le sac, c'est un roquefort qui a été offert par la Confédération générale de Roquefort pour nos amis américains et donc on l'emporte. Et donc en fait on nous laisse passer la douane avec notre roquefort et on rentre aux États-Unis avec du roquefort. Après José, il était déjà très médiatisé.
Donc arrêter José avec son Roquefort aux États-Unis, ça relançait encore une fois, ça remettait 100 balles dans la machine. José Bové, le militant de la Confédération paysanne, fidèle à son image de Gaulois irréductible en guerre contre la malbouffe, c'est-à-dire contre l'alimentation industrielle, est à Washington. Il prépare ainsi à sa manière la réunion de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui doit s'ouvrir à Seattle le 30 novembre prochain. Mais il a éprouvé, dès son premier acte contestataire devant le Capitole, les rigueurs de la police de Washington. On commence à déployer notre banderole. On n'a pas eu le temps de préparer la photo, on a entendu les sirènes qui arrivaient. Tu recules là, mais ça veut dire quoi? We finish the photo and we go away. No problem. Okay. Bon, il faut mieux arrêter. C'est là qu'on a eu des flics qu'il fallait pas regarder dans les yeux. Oui, mais tu fais gaffe parce que là, c'est pas marrant du tout, là, ce qui peut se passer. Yeah, picture ID. Bon moment. Folks, public of France. Je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose. Nous avons les mains nues et une banderole, mais c'était un petit peu trop. Non, mais ça met en bouche pour On va prendre la presse française demain. De toute façon, il n'y aura rien dans la salle. Bon, pas de photos souvenirs devant le Capitole, mais de toute façon, il faut enchaîner car le programme est bien chargé. Quand Bové atterrit à Seattle, il est attendu pour le dîner de Thanksgiving chez des paysans qui ont contribué au paiement de sa caution. C'est de la dinde biologique. Seulement quand on invite les fermiers français. Sinon, on mange au fast-food. Le lendemain, dans les rues de Seattle, commence ce que l'histoire retiendra comme le premier rassemblement de la contestation mondialisée. Tout le monde entier a mis un beau bazar, oui, c'est vrai. Il y avait des grosses manifs qui étaient prévues avec toutes les délégations qui étaient venues en fait, du monde entier. À la fois de gens qui sont engagés sur les questions du commerce, sur les questions d'agriculture, sur les questions écolo, sur les questions de salaire. Tous les ports de la côte ouest américaine sont bloqués par les dockers qui sont tous en grève. Et on se retrouve avec un mouvement social américain incroyable. C'est la première fois que tous ces réseaux sont là. À Seattle aussi, le Roquefort est en vedette. Devant un McDonald's auquel les manifestants américains s'attaquent avec détermination. À un moment, on s'est retrouvé devant un McDonald's, presque à protéger le McDonald's, parce qu'on ne voulait surtout pas être impliqué dans une action comme ça là-bas, parce qu'on risquait de se faire virer. Comme quand les Français ont coupé la tête de Louis XVI. Démonter un McDo, c'est, si tu veux, c'est quelque chose qu'ils ont tous rêvé de faire un jour dans leur vie, mais qu'ils n'ont jamais osé faire. Pendant que les négociateurs de l'OMC tentent de réguler le commerce international, les altermondialistes se réunissent dans un contre-sommet qui lui aussi veut réguler les échanges, mais autrement. We must be all together. You have to liberate yourself. We bring with us some Roquefort cheese, free tax Roquefort cheese. So that's for you. C'est une nouveauté, oui, dans les négociations internationales, que cette immixtion de la société civile, c'est une bonne chose que l'opinion se saisisse de grands sujets politiques comme celui-là. Très bonne chose. Un vrai démocrate ne peut pas se plaindre de ça. Finalement, les négociations de l'OMC se soldent par un échec. Les altermondialistes ont atteint leur objectif et les Aveyronnais rentrent au pays en vainqueurs. C'est pas parce que Seattle est un échec que pour autant tout s'arrête. Je veux dire, la vie continue avec les règles d'avant qui n'ont pas été modifiées dans le sens qu'on voulait, et les discussions se poursuivent. Après Seattle, la contestation altermondialiste s'invitera systématiquement au sommet de l'OMC, où souvent elle fera face à une sévère répression policière. En France aussi, le mouvement s'est consolidé. Il a acquis le soutien des consommateurs dans le combat qui oppose la bonne bouffe à l'agriculture industrielle et au commerce mondialisé. On a permis aux gens de le comprendre, en fait très simplement, à travers l'alimentation. Le fait que, voilà, 3 fois par jour, ils mangeaient OMC. Je me dis, merde, c'est pas bon goût, ça. Tous les éléments étaient là. Les OGM, le bœuf aux hormones, la vache folle, l'image de l'agriculture un peu stéréotypée qu'avait le grand public vis-à-vis de la FNSEA, la découverte à la fois de l'agriculture paysanne symbolisée par un personnage qui ressemble à Astérix et qui porte des luttes anciennes
victorieuse, qui était la lutte du Larzac jusqu'en 80. Tout ça, ça s'est mis en combinaison et ça a fonctionné. Les paysans aveyronnais vont surfer sur cette vague d'adhésion encore fraîche et organiser un grand rassemblement à l'occasion de leur procès qui doit se tenir à Millau le 30 juin 2000. Le chanteur Francis Cabrel s'est déjà spontanément proposé pour chanter gratuitement. Fin juin, c'est l'effervescence complète. Il y a des réunions tous les jours pour préparer, pour animer. Donc oui, il allait y avoir du monde. Justement, enfin, les gens sont beaucoup venus pour Cabrel. Le train de nuit spécial en provenance de Paris entre en gare. Sac à dos et duvet sous le bras, ils sont prêts à affronter une rude journée de militants pendant laquelle il faudra s'amuser et s'informer. Vous allez aller au forum, vous? Oui, bien sûr. Oui, il y en a avec Bourdieu, on va pas les manquer. Hein. Non, c'est important, c'est très important. Des trains spéciaux, 400 cars affrétés par la Conf et les locaux qui accueillent. Les fermes du Larzac ouvrent leurs prairies aux dizaines de milliers de campeurs et les rues de Millau aux stands et aux assemblées qui veulent un autre monde. Le 30 juin 2000, au pied du McDo le plus célèbre de France, et exceptionnellement fermé ce jour-là, l'altermondialisme né à Seattle s'affiche en version tricolore. On craignait quand même qu'à un moment donné, il y avait un risque que ça dégénère. Donc il y a des commerçants qui, en centre-ville, ont dit, bon, cet après-midi, samedi après-midi, on va fermer. Il valait mieux, on ne savait pas où on allait. Hein. Tant pis pour ceux qui ont fermé ce jour-là. Je pense qu'ils s'en sont largement mordus le doigt. Oula, mais maman, ça. Au matin du procès, après avoir rentré les brebis à la bergerie pour les protéger de la chaleur, les inculpés convergent vers le pré, où 150 journalistes les attendent pour se régaler d'une mise en scène toujours aussi efficace. C'est sur une charrette que les inculpés descendent vers le tribunal de Millau, par la route qu'ils ont empruntée quelques mois plus tôt pour aller démonter le chantier du McDo. Je me souviens quand on est descendu au-dessus de Millau, tu vois, on était donc en tracteur avec... Ah non, c'était magnifique, hein, mais les gens ils applaudissaient, mais il y avait un monde. C'est fabuleux, quoi. Les journaux de Millau ont titré « Une foule sentimentale ». C'est impressionnant, c'est impressionnant. On est les premiers surpris de voir autant de monde. Le matin, quand on fait les discours place du Mandarou, là, tout le monde est là, quoi. Pour nous, c'est une chance de participer à un procès comme ça, quoi. On était tout fiers. Non, mais c'est impressionnant. Puis le décorum est là, et puis on voit le montage, tout le montage de l'accusation qui est qu'à charge, quoi. La deuxième vague de photographes et la deuxième vague de caméramans va entrer pour prendre ses clichés. Durant les 2 jours d'audience, la Cour veut s'en tenir aux faits, les dégradations commises sur une propriété privée. Tandis que la défense a mobilisé des paysans, des avocats et des intellectuels venus de toute la planète pour faire le procès de la mondialisation. Pour les uns, un tribunal, pour les autres, une tribune. Il y a des paysans du monde entier qui sont là pour revendiquer et prendre la parole devant le tribunal de Millau. Il y avait des témoignages, des super témoignages à ce procès, il faut voir. Quand tu lis les témoignages, c'est magnifique, quoi. Au soir de ces 2 journées d'audience, les paysans ne savent pas encore quel sort leur réserve la justice. Quand on est sorti du tribunal, on ne savait pas, nous, on était dans le tribunal. Bon, devant le tribunal, là où était plein, évidemment. Et puis, il y a un bus qui venait nous prendre pour nous emmener donc, au concert du soir. On ne savait pas le monde qu'il y avait. Et quand on est rentré dans ce bus, la rue était pleine, toutes les avenues étaient pleines de monde. Le pont là-bas, noir. Le stade, oh, qu'est-ce qui se passe? On était dans notre monde, quoi.
Et en direct de Millau, surplombant la place centrale de la ville, Pascal Golomer, une foule autour de vous très hétéroclite, tous sympathisants de José Bové, mais souvent pour des raisons différentes. Il y a d'abord les habitués de ce type de manifestation, ceux qu'on a coutume de ranger un peu facilement sous la bannière de la gauche alternative, de l'extrême gauche, les militants syndicaux ou politiques, les associatifs. Il y a aussi ceux qui viennent surtout pour assister au grand concert de ce soir, avec Zebda, Noir Désir et Francis Cabrel en vedette. Et puis il y a tous les autres, ceux qui ont été séduits ces derniers mois par les discours, par les écrits de José Bové, ceux qui veulent savoir ce qu'il y a, ce qu'il y aura demain dans leur assiette, ceux qui veulent savoir également... C'est la grande internationale des luttes, quoi. Là, on pense que notre monde est possible. Moi non plus, je ne veux pas me laisser empoisonner sans rien dire. Il y a tout juste un an, nous, paysans, producteurs de lait de brebis pour Roquefort, étions pris en otage par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le 12 août 1999, nous étions 200 à 300 révoltés devant le McDo. Aujourd'hui, à Millau, nous sommes des dizaines de milliers de résistants à la marchandisation du monde. Grâce à vous tous, à votre soutien, nous allons très confiants rendre des comptes à la justice, mais aussi demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. Millau est la capitale de la lutte contre la mondialisation. Tous les jours, on nous parle de quelqu'un qui s'est converti à la bio, qui fait de la vente directe, qui fait de l'agriculture paysanne, qui n'est pas la grosse culture. Hein. Finalement, on avait raison il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture paysanne, de confédération paysanne, des paysans, ça a une connotation plutôt positive dans la société. On a, à un moment, gagné la bataille culturelle. Tout ça a amené une prise de conscience et quelque chose qui paraît évident aujourd'hui. Et j'espère que les jeunes vont marquer leur période d'histoire aussi bien et aussi belle, quoi, parce que la bagarre va durer longtemps. Je pense que tant qu'il y aura des hommes et tant qu'il y aura du commerce, la bagarre durera. Donc. McDonald's Millau ouvre ses portes. Bienvenue.